Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Aujourd'hui, grande évasion, cap sur la ludopédagogie avec une famille de jeux devenue un classique des jeunes générations, mais aussi des salles de classe, les escape games. On va en parler avec l'invité du Grand Oral, Christelle Ken. L'anti-sèche d'Amal Laoui, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes ou à l'école. L'actualité, c'est aujourd'hui la journée mondiale sans tabac et on va voir comment l'école sensibilise et responsabilise sur le sujet. L'heure de la récré, toujours avec Amal. Récré pas forcément amusante aujourd'hui, on va parler d'un dangereux challenge sur TikTok qui inquiète le personnel éducatif des écoles, le Labello Challenge. Et puis pour notre chronique cours particulier, Marie-Olivier va nous emmener au Danemark pour découvrir les bénéfices du jeu de rôle sur les enfants. La quotidienne de School TV, c'est parti, Grand Oral. Apprendre par le jeu, l'idée n'est pas neuve, elle remonte même au XVe siècle. On parlait alors en latin dans le texte de serio ludere, de jeu sérieux. Elle est revenue en force dans le monde éducatif depuis une dizaine d'années. On va parler aujourd'hui d'une catégorie particulière de ces jeux, les jeux d'évasion, les escape games en bon français. J'ai en effet le plaisir d'accueillir une des meilleures spécialistes français du sujet, Christelle Ken. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, l'accent anglais, ça allait? Oui, ça allait. Je fais gaffe. Je fais peur, en fait. C'est en faisant le lancement, je me dis, elle est prof de quoi déjà? Ah oui, d'anglais, mince. Donc, professeur d'anglais, je viens de le dire, à côté de Rouen, co-auteur notamment de l'Escape Game, une pratique pédagogique innovante aux éditions Canopée, je crois que c'est coédité aussi par le Futuroscope. On commence par une petite définition, Escape Game, Escape évasion, Game, jeu. Forcément. Ça marche comment? Il y a quand même deux, trois constantes. Alors en fait, les escape games à la base sont tirés de la vie, voilà, du commerce en fait. Et les professeurs en fait l'ont détourné pour leur pratique pédagogique à eux. Et donc en fait, les codes restent sensiblement les mêmes que ceux qu'on peut trouver dans le commerce. Donc il y a une intrigue en quelque sorte. Des énigmes, donc une mission à résoudre dans un temps limité avec des énigmes. Et à la fin, effectivement, on a des récompenses. Donc, sachant que l'escape, ça peut se jouer en ligne, ça peut se jouer en physique. Il y a des salles d'escape game un peu partout en France aujourd'hui d'ailleurs, mais on n'est pas obligé. Ça peut se faire avec un papier et un crayon. Oui, aussi. En résolvant des énigmes. Tout à fait, oui. Alors, effectivement, on a différents types d'escape game. Donc, ceux que l'on joue effectivement en classe de façon physique, éventuellement avec des tablettes. Dans ce cas-là, ce qu'on appelle les jeux d'évasion pédagogique hybrides. Et effectivement, avec le confinement, on a vu se développer aussi à cette époque-là... Un escape game grandeur nature? Non. Le confinement. Pardon. Oui, c'est vrai. Non, en fait, comment dire, beaucoup de jeux numériques, donc une autre forme d'enfermement, si je peux dire, dans le Covid en plus. Donc voilà, là, il a fallu aussi s'adapter et c'est vrai que c'est différent, mais bon. On va parler de tous les bénéfices qu'il y a à jouer en général et à jouer à l'escape game en particulier. Mais vous, en tant qu'enseignante, vous êtes fondue de jeu depuis que vous êtes toute petite ou à un moment donné, vous avez rencontré l'univers du jeu? Alors bon, je jouais comme n'importe qui, de toute façon, mais pas autant que maintenant. Moi, en fait, j'ai atterri dans ce mouvement, si je peux dire, de façon complètement... fortuite, si je peux dire. Voilà, je voulais changer mes pratiques. Voilà, donc... Pourquoi? Parce que j'aime pas m'ennuyer. Vous enseigniez depuis quelques années. Oui, voilà. Et puis vous aviez un sentiment de routine et à un moment vous dites, je trouve un truc, quoi, c'est ça? Et puis c'est vrai qu'à l'époque... Il faut que je m'évade, on va tirer le fil, vous allez voir, ça va être super. Non, c'est vrai qu'à l'époque, en fait, je cherchais d'autres façons, voilà, pour dynamiser mes cours. Donc, bon, c'est vrai que le premier, je me suis lancée dedans, bon, ça m'a fait 2 semaines de préparation, quand même. C'était assez chronophage, mais c'est vrai qu'à combien de temps de cours? 1 heure. Waouh. Ah ouais. Plus tout le matériel à acheter, bien sûr. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes les ressources qu'il y a maintenant, donc il fallait beaucoup chercher sur Internet. Et voilà, donc ça a pris pas mal de temps. Bon, après, c'est vrai qu'on gagne en rapidité, on sait où chercher, on sait quoi faire. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé pour vous d'utiliser des jeux? J'imagine que vous ne le faites pas à 100%, mais dans certaines séquences, à certains moments. Alors, moi, ce que ça a changé, tout d'abord, j'ai vu les élèves de façon différente, puisque, en général, c'est vrai qu'on est dans une salle de classe, voilà, donc on enseigne, alors, de différentes manières, en îlot, en frontal, Mais là, effectivement, on a des élèves qui sont assis, dont on ne voit pas les individualités, en fait. Et effectivement, là, le fait de se retrouver déjà en équipe, de travailler de façon détournée aussi, puisqu'on travaille quand même, c'est pas le ça, on va en parler, de ce qu'on apprend. Et
En fait, la posture est différente et c'est pas forcément non plus les bons élèves qui vont être le plus à l'aise dans ce type de jeu. Donc vous découvrez des personnalités au fond. Ouais. Vous découvrez l'ado derrière l'élève, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est... Et quand vous dites changement de posture, ça veut dire quoi? Ça se sent physiquement quand on est enseignant? Il y a presque une impression qu'ils sont plus là? On voit de toute façon certaines compétences qu'on ne pourrait pas voir, les compétences sociales, donc l'esprit d'équipe, la collaboration, toutes ces choses-là qu'on n'évalue pas forcément, ou qu'on ne voit pas forcément en au temps quotidien. normal, en temps traditionnel, j'allais dire. Ouais, c'est ça. Christelle, on va continuer à parler de tout ça. On va, je l'ai annoncé, parler de ce que ça permet d'apprendre aux élèves. Mais si vous le voulez bien, on fait une première pause dans cette émission. Enfin, une pause, elle est extrêmement habitée. C'est l'Anti-Sèche d'Amal Laoui. Pause clope. Non, je plaisante, justement. Bonjour Amal. Bonjour Emmanuel. Puisque l'actualité, c'est la journée mondiale sans tabac, comme tous les 31 mai. Oui, événement à l'initiative de l'OMS qui a lieu chaque année depuis 1987. Et l'objectif de cette journée, c'est de rappeler les dangers du tabac sur la santé. On peut peut-être redonner quelques chiffres. Oui, selon l'Organisation mondiale de la santé, le tabagisme fait plus de 8 millions de morts chaque année dans le monde. Le tabagisme passif et l'exposition à la fumée dégagée par des produits du tabac brûlé causent plus de 1,2 millions de décès prématurés par an, ainsi que de graves maladies cardiovasculaires et respiratoires. Et près de la moitié des enfants respirent régulièrement un air pollué par la fumée de tabac dans les lieux publics et 65 000 meurent chaque année de maladies attribuables au tabagisme passif. Ça, c'est au niveau mondial. En France, on a les chiffres. En France, 75 000 personnes meurent des conséquences du tabagisme, ce qui en fait la première cause de décès évitable. Alors pourtant, les chiffres, je crois, sont en diminution, entre autres parce que l'école s'en mêle et qu'elle informe et responsabilise les élèves. Tout à fait, on le rappelle, il y a une interdiction de fumer pour les personnels et les élèves dans les établissements d'enseignement et de formation depuis la circulaire du 29 novembre 2006. Alors le ministère de l'Éducation nationale et le Comité national contre le tabagisme ont conclu un partenariat en octobre 2011 pour favoriser justement le développement d'actions d'éducation à la santé et de prévention et de lutte contre la consommation de tabac. Concrètement, elle fait quoi à l'école? Elle informe, j'imagine, mais pas seulement? Oui, elle doit remplir plusieurs missions, informer donc les élèves sur les dangers du tabac, susciter et maintenir leur prise de conscience, les responsabiliser tant individuellement que collectivement. Et la journée mondiale sans tabac est aussi l'occasion de rappeler les actions menées dans les collèges et les lycées, dont l'information sur la législation et les effets du tabac, le développement des compétences psychosociales des élèves pour accompagner leur réflexion sur leur santé et développer leur esprit critique. La prévention prend appui sur les enseignements et s'intègre dans une stratégie globale d'éducation à la santé qui est définie par le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté de chaque établissement scolaire. Et chaque année, il y a un thème pour cette journée mondiale sans tabac. Oui, cette année. Et là, on s'est dit, tiens, on va mettre de l'EDD dedans. Oui, c'est ça, un thème petit peu écolo, puisque le thème est le suivant, le tabac, une menace pour notre environnement. Alors cette campagne, elle a pour objectif d'une part de fournir aux fumeurs une raison supplémentaire de stopper leur consommation, mais également de rendre compte des stratégies mises en place par l'industrie du tabac pour verdir son image, sa réputation et ses produits, puisque cette industrie, elle cherche à se faire passer pour un acteur responsable et soucieux de l'environnement et du développement durable, alors qu'on sait très bien que c'est une industrie qui est très polluante. Je vais vous donner quelques chiffres. Il faut savoir que chaque année, environ 3,5 millions d'hectares de terres sont détruits pour cultiver du tabac. La culture du tabac contribue à la déforestation, surtout dans le monde en développement. L'abattage des forêts pour y planter du tabac provoque une dégradation des sols et une baisse des rendements, c'est-à-dire la capacité du sol à accueillir d'autres plantes ou cultures. Et pour ça, il y a énormément de ressources, notamment en ligne. Oui, pour aider les équipes éducatives, le ministère et la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ont noué un partenariat pour produire des ressources pour les équipes éducatives. Alors, il y a par exemple un guide de prévention des conduites addictives pour les collèges et les lycées. Et il y a également un guide pour les écoles élémentaires destiné en priorité aux élèves de CE2 et de CM2. Amal, merci beaucoup. Fin de l'Anti-Sèche. On se retrouve pour la récré. On va alerter sur d'autres périls qui peuvent peser sur les enfants, les adolescents. Reprise pour le moment du grand oral. Christelle Ken. Le jeu d'évasion pédagogique développe l'imagination, la créativité, les relations sociales et permet également une acquisition pérenne des connaissances. Je cite mon invitée Christelle Ken, invitée de notre grand oral, et je la cite dans la présentation du livre qu'elle a coécrit et qui s'intitule L'Escape Game, une pratique pédagogique innovante. C'est aux éditions Canopée. Alors, chose promise, chose due.
parlons des acquisitions des élèves. Il n'y a pas encore des recherches totalement abouties là-dessus. Non, c'est vrai que c'est plus un pressentiment d'enseignante ou d'enseignant qui est de se dire, voilà, on voit bien qu'ils changent de posture, on voit qu'ils apprennent des trucs, mais c'est pas encore prouvé, quoi. Oui, alors en fait, effectivement, on ne peut pas non plus tout travailler dans le cadre d'une séquence, je parle par rapport à l'escape game pédagogique, mais comment dire, ça va être certains points. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant dans l'escape game, c'est qu'on peut le programmer n'importe quand, et c'est vrai qu'on peut faire tout ce qu'on veut aussi. Et concernant, c'est vrai, la recherche, voilà, donc on tâtonne un petit peu. Bon, on a quand même pas mal de choses qui sont sorties. Vous disiez que c'était extrêmement utile, notamment pour les amener à travailler, au fond. Enfin, c'est des compétences non scolaires, mais qui sont fondamentales dans la vie. Alors, ils travaillent quand même. Quand je dis non scolaire, on se comprend, c'est pas, ça se note pas, quoi. Mais alors, moi, c'est vrai que le premier jeu que j'ai fait quand même, comment dire... C'était quoi ? Il s'appelait Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Yes. Et en fait, oui, effectivement, il travaillait les différentes compétences, les activités langagières, parce qu'à l'époque, c'était les compétences, les activités langagières de compréhension orale, écrite, voilà. Donc, il travaillait l'anglais. Et c'est vrai qu'en même temps, il y avait des équipes, donc voilà, il y avait toutes ces choses-là. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, c'était vraiment très intéressant. Voilà, donc... Il y a un côté, on fait plus facilement des efforts pour le jeu, on se concentre plus facilement. Fait, oui. Est-ce que vous réussissez à garder ce déclic ou cette mécanique dans les moments de cours où vous n'utilisez pas le jeu ? Alors moi, ce que j'aime bien, que ça reste dans la classe ? Ce que j'aime bien justement dans l'escape game, c'est que, comment dire, c'est vrai que lorsqu'on travaille, en général, on doit fournir un effort. C'est l'ennui, on est bien d'accord. Vous n'êtes pas obligé de le dire avec ce ton complètement. Non, mais c'est vrai que l'effort, c'est vrai que c'est... Bon, voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on aime bien faire. Mais c'est vrai que par le biais du jeu, on arrive à les faire travailler sans que les élèves puissent s'en rendre compte, si je peux dire. Donc, et là, on voit plein de belles choses quand même qui ressortent, quoi. Donc, Et comment vous évaluez ? Vous faites des devoirs après, écrits, où vous vérifiez que les compétences... Alors, vous espériez voir acquises en jouant ont été acquises ? Comment ça marche ? Alors en fait, moi je ne mets pas de notes. De toute façon, je ne connais pas d'escape game au jour d'aujourd'hui qui permettent de noter. Voilà, tout à fait. Je pense d'ailleurs que ça serait même brider les élèves, parce que c'est vrai que le jeu, c'est quand même du plaisir aussi. Et puis il y a une notion de cercle magique. On rentre dans le cercle du jeu. Oui. Et puis c'est comme ça qu'on dit. Aussi, donc... La descente est un peu rugueuse. Et là-dedans, on ne peut pas noter. On est censé être libre, autonome, on est un personnage. Alors on peut évaluer des compétences, oui, bien sûr, mais une note chiffrée sur 20, non. Ça n'aurait pas sens. Comment les parents réagissent ? Parce que quand les enfants rentrent à la maison, on dit c'était bien ta journée de cours, ouais, c'est génial, on n'a pas arrêté de jouer. Alors c'est vrai que surtout avec Madame Ken, elle est quand même vraiment cool, quoi. Non, Madame Ken ne fait pas que jouer, elle travaille aussi en jouant. En fait, les réactions sont comment dire différentes. Alors c'est vrai qu'on est toujours plus ou moins méfiant par rapport à la notion de travail et le jeu. C'est vrai que ça va pas ensemble forcément. Quoi. Donc effectivement, au niveau des parents, certains sont très optimistes aussi, ils sont très contents, et d'autres effectivement sont un petit peu plus méfiants, on va dire. Vous leur dites quoi pour les convaincre ? Il faut leur expliquer. Oui, c'est ça, comme vous le faites là, en disant que l'enfant va acquérir un certain nombre de compétences. Vous avez un jeu coup de cœur, vous ? En escape game ? Ouais. J'aimais bien le Learningscape, en fait, qui était à l'époque au CRI, et auquel moi, en tout cas, j'ai... Le CRI, c'est le centre de recherche interdisciplinaire. À Paris, dans le 4e arrondissement, créé par François Tadei, qui maintenant s'appelle le Learning Planet Institute. C'est ça, il a changé. On va changer de nom. Et ce jeu-là, en fait, c'est vrai que moi, je m'en suis inspirée en tout cas pour faire celui que j'ai fait par la suite en formation. Et voilà, donc on apprenait, c'était par rapport à une enseignante. Enfin, je lis pas tout. Si, dites un peu le début, au moins le début. Après, on va faire une récré. On rentrait dans le subconscient d'une enseignante et en fait, voilà, donc il fallait résoudre des énigmes. On passait de salle en salle et c'est vrai que c'était très très bien, quoi. Donc... Et c'est l'enfant, l'élève qui est rentré dans le subconscient de l'enseignante ? Non, c'était le professeur. Ah oui, dans formation. Il ne faut pas demander aux élèves, c'est très dangereux. Ah non, pas ça. Madame Ken, attention. On fait une petite pause récré. Il y a des récrés dans les escapes ? Non, on reste concentré une heure. Non, pendant une heure, on est dedans. Nous, on fait des récrés, si vous voulez. Et c'est maintenant, Amel Laoui.
Récré Amal, dans laquelle on va parler d'une tendance très dangereuse sur TikTok et qui inquiète les parents et beaucoup les enseignants dans le milieu scolaire. Tout à fait. Ce jeu dangereux qui a fait son apparition sur TikTok, c'est le Labello Challenge, du nom de cette marque de baume à lèvres. Alors ça a commencé par un jeu dans lequel les adolescents échangeaient des baisers pour faire deviner le goût de ce baume à lèvres. Jusqu'ici, rien d'alarmant, sauf que ce jeu s'est ensuite transformé en un défi qui peut pousser les adolescents au suicide. Alors ce défi, il consiste à découper un morceau de baume à lèvres en cas de contrariété en se filmant. Et lorsque le tube est terminé, eh bien, l'ado est censé se mutiler ou mettre fin à ses jours. Alors un phénomène très inquiétant pour la santé mentale des jeunes qui inquiète les parents et le milieu scolaire. Heureusement, aucune tentative de suicide n'a été répertoriée pour le moment par les autorités. Mais une campagne de prévention a néanmoins été lancée. D'ailleurs, elle a été lancée par le ministère de l'Intérieur. Oui, une campagne qui appelle les parents à la vigilance et alerte sur certaines pratiques et tendances virales dangereuses sur les réseaux sociaux et qui rappelle aussi le numéro national de prévention du suicide qui est le 3114, une ligne qui est ouverte qui est 24 heures sur 24 et qui est gratuite. Il y a une cellule d'écoute aussi pour les violences numériques lancée par le ministère de l'Intérieur et l'association e-Enfance qui est joignable au 3018 pour les parents et les adolescents. C'est pas la première fois qu'un jeu prend son essor dans les cours de récré est boosté par les réseaux sociaux et peut faire beaucoup d'air. Il y avait le jeu du foulard, c'est ça ? Oui, le jeu du foulard. J'hésite toujours à dire jeu d'ailleurs en même temps. Qui existe toujours malheureusement et qu'on a vu aussi apparaître sur TikTok, cette fois-ci sous un autre nom. Donc voilà, qui consiste à s'étrangler à l'aide d'une écharpe ou d'une corde. Amal, merci beaucoup. Et on rappelle le numéro 3114, c'est le numéro, la ligne, le numéro national de prévention du suicide. Et 3018, c'est e-Enfance. C'est pas forcément pour le suicide, mais c'est pour les problèmes de santé mentale. Merci beaucoup, Amal. On retrouve Christelle Ken, Grand Oral. Alice in Numberland. Alors j'ai pris des noms anglais, je suis complètement. Je voulais vous faire plaisir en fait. Il y a des professeurs d'anglais, je vais prendre des trucs anglais. Je ne suis pas senti à un moment donné exposé à la Alice in Numberland, Escape Redby, The Queen's Hat. C'est vrai ? Ah oui. Ok, thank you. Oui. Voilà, mais oui, j'espère que vous connaissez parce que j'ai trouvé ça sur votre site internet. Ce sont quelques noms de jeux d'évasion à vocation éducative. Il en existe des dizaines. Ils sont recensés sur votre site. Christelle Ken, vos coups de cœur. Bon, alors vous avez cité le Learning Escape. Et plutôt pour les adultes, alors, pour le coup. Pour celui-là, oui. Parce qu'en fait, quand vous formez les enseignants au jeu, vous les formez avec un jeu. Oui. On les met d'abord en situation et après, effectivement, on fait une formation par la suite. Donc, Ils s'inscrivent, j'imagine, sur une base de volontariat, mais comment on vient vous nous avez dit pour vous qu'à un moment donné, vous aviez interrogé votre pratique professionnel, vous dites je m'ennuie un petit peu, il faut que je trouve des trucs et vous êtes tombé sur le jeu. Les autres, vos collègues, parce que vous avez créé une communauté quand même. Alors en fait, je pense que c'est par curiosité au départ et puis c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Donc je pense que l'idée fait son chemin et voilà, les pratiques se disséminent si je peux dire, quoi. Et là pour le coup, effectivement, il y a eu plusieurs vagues en tout cas dans l'intérêt au niveau des escape games. Tout d'abord l'effet de mode. Voilà, donc on s'y est penché. Et puis après, c'est vrai que voilà, c'est arrivé progressivement au niveau de Canopé et puis au niveau des... Comment dire, l'institution s'en est emparée. Voilà, c'est ça. Donc c'est venu progressivement, mais ça a pris son temps quand même. Donc là, je pense que... Comment elle réagit d'ailleurs, l'institution ? Vous êtes encouragé ou vous êtes regardé, ce que je vous demandais les parents, mais... Bon, en fait, je pense que ça tout dépend en fait de comment dire de l'inspecteur qu'on a en face de soi. Allez, je vais le dire pour vous. Oui, en fait, tout dépend effectivement de l'inspecteur comment il voit ça. Hein. C'est vrai que certains sont vraiment très très proactifs. Voilà, et d'autres on voit ça plutôt d'un œil voilà. Ils ne sont pas convaincus forcément, quoi. Donc, Gros enjeu autour de la formation, néanmoins, là-dessus, et de la formation des enseignants. C'est quoi les secrets d'une formation réussie ? Alors, les faire jouer, expérimenter, et puis en fait, les accompagner pas à pas, ne pas, partir. Bon, c'est vrai que moi, en tout cas, j'ai beaucoup plus d'expérience, donc c'est vrai que les collègues voient des jeux qui sont vraiment très, très riches. Très élaborés, voilà. Et je pense qu'il faut vraiment commencer vraiment de façon très modeste, hein, et pas forcément avec une tablette. On peut aussi faire avec du papier-crayon, et voilà, donc... Et puis, les problèmes à résoudre pour un professeur, une professeure, c'est quoi ? C'est la peur de perdre le contrôle de la classe ? C'est le changement, c'est quoi ? Je pense qu'effectivement, il y a cette perte de contrôle qui peut faire peur.
Bon, c'est vrai qu'on ne sait jamais comment gérer un groupe classe, comment on doit le faire. Bon, c'est vrai est-ce qu'on a aussi le Wi-Fi qu'il faut si on prend une tablette, oui, bien sûr. Voilà. Donc il y a tout ce côté matériel aussi qui est important et qu'il faut tester avant. Je pense qu'il faut se lancer d'abord de façon très modeste et puis après par petits groupes d'abord et puis après on peut faire jouer une classe entière de toute façon. Tout est possible. Vous avez créé une communauté, vous avez un site, il y a plein d'informations sur les escape games. Il y a eu le livre, à un moment donné vous organisez un salon. Oui, alors il y avait ça a été un peu arrêté par le Covid, mais peut-être que ça redémarre un jour. Est-ce que vous avez été surpris par le dynamisme et il y a quand même plusieurs milliers d'enseignants qui vous ont rejoint? Alors moi en fait effectivement il y a pas que moi en site mais ça a été développé et on s'est tous à un moment tous retrouvés. Alors pas que les enseignants, il y a aussi tous les professionnels aussi et je pense que voilà donc ça a fait une belle synergie et ça a donné donc Eduludique qui a évolué par la suite par un salon que en tout cas le site a fait avec Ludomag entre autres qui s'appelait Énigmatique où là c'est devenu vraiment un salon international. Donc, et là, c'était vraiment 2 jours plein. Non-stop. Ah oui, c'était vraiment une très belle expérience. Donc, vous êtes passionné par les escape games, mais pas seulement, par les jeux en général, la pédagogie. La pédagogie par le jeu, oui. La pédagogie par le jeu. Les jeux de rôle, ça vous plaît aussi? Alors là, pour l'instant, c'est vrai que c'est expérimental, mais c'est vrai qu'il y a des réflexions sur le jeu de rôle, effectivement. Parce que... on va vous emmener au Danemark pour voir ce qu'ils font de manière tout à fait expérimentale. Ça vous va? Oui. On retrouve Marie-Olivier, cours particulier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Marie en direct du Danemark. Non, je plaisante. Après les escape games, on va donc parler jeux de rôle aujourd'hui à partir de l'exemple, en revanche là je ne plaisante pas, exemple d'un lycée danois. Oui, tout à fait. Le jeu de rôle, pour rappeler la définition, c'est une activité dans laquelle une personne interprète le rôle d'un personnage dans un environnement fictif. C'est le cas dans les escape games. Les enfants, quand ils jouent entre eux sur la cour de récré, font en fait souvent des jeux de rôle. Mais dans le lycée Østerskov, à Hobro, dans le nord du Danemark, les jeux de rôle font partie du cursus à part entière. Que font-ils alors? Quel est le thème de ce jeu de rôle? Alors ça varie chaque semaine car la pédagogie dans ce lycée est entièrement basée sur le jeu. Pendant qu'une partie de l'équipe pédagogique, les profs animent le jeu, l'autre prépare celui de la semaine suivante. Autant vous dire que les élèves passent peu de temps à jouer le rôle de l'apprenant qui écoute et qui copie le cours comme dans des classes plus traditionnelles. Chaque semaine, les élèves jouent à ce jeu de rôle sur un thème différent. Souvent, c'est associé à une période de l'histoire, donc ça peut être la Rome antique, la Seconde Guerre mondiale. Mais cela peut être aussi Donjons et Dragons, les experts ou encore les Vikings. On regarde. Extraordinaire. On les voit, Marie, effectivement, endosser le rôle d'un personnage, puisqu'ils se déguisent même, et on devine, puisqu'on a eu quelques images, qu'ils travaillent finalement à des concepts, alors soit ensemble, soit avec leurs enseignants, c'est bien ça? Oui, exactement. Un autre exemple un peu différent de celui des Vikings qu'on a vu à l'écran, c'est le thème du serial killer. Deux équipes de policiers s'affrontent et ils doivent par exemple déterminer le liquide qui est utilisé par l'assassin pour tuer la victime. Donc ils travaillent en tant que police scientifique avec leur prof de chimie pour faire des tests avec des éprouvettes, une électrolyse, déterminer le pH. Et comme par hasard, toutes ces notions sont au programme scolaire de leur année.
Il faut le dire, en fait, ce lycée suit totalement les programmes officiels. Il travaille aussi en mathématiques, par exemple, avec des équations pour déterminer l'heure du crime. Bref, ils apprennent vraiment en jouant, ils sont très impliqués, comme on le voyait à leur sourire dans la vidéo. Et dans ce lycée, les jeux de plateau et les jeux vidéo sont aussi très utilisés. Et j'imagine, on le voyait depuis le début de l'émission avec Christelle sur les jeux des escape games, donc il y a ces connaissances qu'ils acquièrent, mais il y a également un tas de compétences qui sont transmises et qui font partie des bénéfices de ces jeux de rôle. Oui, tout à fait. Par rapport au système scolaire, les élèves sont évidemment moins stressés puisqu'ils passent leur temps à jouer et ne se focalisent pas, on le disait tout à l'heure, sur leurs notes. Les lycéens danois le disent eux-mêmes, il n'y a pas de pression et personne ne se juge. La posture de l'enseignant est aussi différente. Ils agissent en tant que guide, voire maître du jeu, plutôt qu'en tant que donneur de leçons. Et d'ailleurs, dans le lycée danois, profs et élèves mangent ensemble le soir, par exemple. Donc, ils ont un rapport de manière générale beaucoup plus horizontal. Serge Tisseron, qui est psychologue et psychanalyste français, préconise d'ailleurs de mettre en place des jeux de rôle dès la maternelle. Selon lui, on a 3 grands bienfaits: la sociabilisation, et j'ajouterais même la coopération. L'enfant suit des règles et doit s'accorder avec ses partenaires, ses coéquipiers, son environnement. Le deuxième, c'est l'expression orale, puisque les enfants communiquent entre eux, s'organisent. Et enfin, l'empathie, puisque selon qu'ils jouent le rôle des gentils ou des méchants, ils se mettent à la place du personnage qu'ils incarnent. Merci beaucoup, Marie, pour ce zoom sur les jeux de rôle. Comment s'appelle l'établissement? Österkov, c'est ça on dit? Exactement, à Hobro. Ah, mais attendez, qu'est-ce que vous faites? Mais Christelle, mais enfin, qu'est-ce que... Monsieur le proviseur du lycée Österkov, je m'appelle Christelle Ken, je me porte candidat... Enfin, écoutez, ça va pas quand même. Je pars tout de suite. Ça fait rêver, merci Marie. Hein. Ça vous a fait rêver? Ah, complètement. C'est extraordinaire. Ce serait possible en France? Ah, je sais pas en fait, parce que... On va reparler des inspecteurs et des inspectrices. Non, pas tant ça, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de moyens. C'est vrai qu'il y a des moyens. Voilà, donc au niveau financier, je sais pas si... Ceci est un message. Monsieur le nouveau ministre, Christelle Ken te parle. Il faudrait aider les enseignants pour tous les équipements. C'est pas normal qu'elles doivent payer pour faire des jeux d'escape games. Voilà. Non, mais c'est moi qui le dis, comme ça vous laisse tranquille. Voilà. Merci. Voilà, mais non, on pourrait donc imaginer tirer le fil de manière hyper élaborée. Ça engage aussi de travailler en équipe. Vous êtes seul à faire des escape games dans votre collège ou vous avez des complices? Oui, j'ai des complices, en espagnol notamment. Ouais. Ça commence à vraiment apprendre. C'est vrai que là, moi, j'ai formé mes collègues juste avant le Covid. Dans votre collège, là, pour le coup? Oui. Ils attendaient le niveau 2 au niveau numérique, si je peux dire. Mais c'est vrai que là, il est question qu'on fasse, par exemple, plutôt l'année prochaine, pour la semaine des langues, un jeu, pour toutes les langues, en fait, avec des énigmes, dans toutes les langues. Et aussi, éventuellement, un jeu pour la liaison CM2-6e, en fait, pour faire... Qui est tellement stratégique, qui est tellement importante. Oui. Pour faire découvrir, effectivement, l'établissement au petit CM2. L'univers du collège, c'est ça. Mais on peut le décliner sous... Dites pas ça, vous êtes vraiment prof de collège. On ne dit jamais les petits CM2. Le CM2, c'est le grand de l'école. Oui, le grand. Ça devient son problème l'année d'après. Il va devenir le petit de 6e. Voilà. Mais c'est bien de leur faire des jeux. Christelle, merci 1000 fois de nous avoir rendu visite sur le plateau de La Quotidienne. Je sais que ce n'était pas évident parce que vous n'êtes pas à Paris, vous enseignez évidemment tous les jours, donc c'était chouette que vous nous rendiez visite. Amal, merci beaucoup. Marie, merci également. On se retrouvera en plateau la prochaine fois. Et puis merci comme toujours à toute l'équipe. Je voulais redonner le titre de votre bouquin, L'Escape Game, une pratique pédagogique innovante, c'est ça? C'est cela. Que vous avez coécrit avec... Émilie Lebré. On va la citer tout de même, Émilie Lebré. Et c'est coédité par Canopé. Merci comme toujours aussi à toute l'équipe de La Quotidienne. Au maquillage, Laure Audemont, Marine Plantec à la préparation de l'émission et puis en régie au son, Saïd Mamou et à la réalisation, Romain Luc. Vous restez évidemment sur School TV et puis vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.